C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors Nicolas Sarkozy n'est plus en odeur de sainteté, jusque dans son propre camp. En 2007, il avait tout le monde avec lui, derrière lui, mais en 2012, malheur au vaincu, il avait perdu. Aujourd'hui, il a derrière lui les casseroles judiciaires et il s'est fabriqué un nombre d'ennemis en quantité industrielle. Les Français doutent de lui, c'est ainsi qu'il a décidé de prendre la plume et de sortir un livre, La France pour la vie. Bruno, vous l'avez annoncé en scoop, Dans Paris Match. N'ayons pas peur des mots, il y a quelques jours, donc confirmé sur Facebook, Nicolas Sarkozy écrivait ce livre. Il y a le plan de la dernière chance pour Hollande sur le social et l'économie. Est-ce que ce livre, c'est le plan d'urgence pour un retour en fanfare de Sarkozy, et est-ce que ça peut marcher ? Exactement, Roselyne, vous avez raison d'employer le mot, le plan d'urgence. Pourquoi plan d'urgence ? Parce que Nicolas Sarkozy, contrairement à toutes les prévisions, y compris même de ceux qui le connaissent bien, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui 10 points derrière Alain Juppé. Nous sommes en janvier 2016, et dans l'électorat des Républicains, c'est passé un peu inaperçu. Enfin, en tous les cas, on a bien vu cette progression depuis l'automne. Alain Juppé fait la course en tête, y compris chez les Républicains. Et donc pour Nicolas Sarkozy, qui longtemps a repoussé l'idée du livre, parce que le mea culpa, c'est pas trop son truc. Il y a quoi dans ce livre, justement ? Je vais vous le dire. Et donc pourquoi il s'est rendu compte qu'il était obligé, qu'en gros, il doit recoller, à la tête pour pouvoir espérer l'emporter à la primaire en 2016. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Beaucoup de l'exercice de contrition sur la période d'exercice du pouvoir, 2007-2012, les problèmes. Ce qu'on lui a reproché dans son comportement, c'est-à-dire le yacht, le Phuket, il revient sur le casse-toi pauvre con. Ah oui, c'est vraiment vieux. Ça, c'est la partie, si vous voulez. Alors après, c'est parce que on a vu, ils sont très, pour l'instant, ils cachent un peu le livre de ce que j'ai vu. Il y a cette partie contrition. Alors, il faut voir le dosage entre la partie contrition et la partie proposition. Il y a un chapitre qui est consacré à la France, et là, il ouvre des perspectives. On verra s'il y a de la nouveauté, parce qu'il y a aussi un problème chez Nicolas Sarkozy. Il faut qu'il fasse cet exercice. Moi, à mon avis, c'est un peu tard, si vous voulez, heureusement. Mais il faut le faire. En revanche, c'est qu'est-ce qu'il y a comme idée nouvelle. Et là, pour l'instant, Nicolas Sarkozy, depuis son retour, il a plutôt déçu, alors que on va dire que dans sa période faste, la période 2007, c'était là où il était très fort par rapport à ses concurrents. David, on en dit quoi à gauche de cette tentative de Nicolas Sarkozy, dans le fond, de raccrocher les wagons ? Ce plan de la dernière chance, d'abord, on l'a bien perçu comme tel. On a parfaitement noté tout ce que Bruno vient de dire, c'est-à-dire que finalement, Nicolas Sarkozy, pour sécuriser sa position de leader incontestable et incontesté, et donc de futur candidat des Républicains, il y avait plusieurs cases à cocher, et on constate que depuis qu'il est revenu, il n'en a coché aucune. C'était, Bruno l'a dit, le travail programmatique, c'était la question de l'inventaire ou du mea culpa, c'était la question, de la sécurisation de sa position dans les sondages de leader, et puis le fait de faire le break avec les autres candidats. Il n'a fait aucun de ces pas-là. C'est même pire, puisque Alain Juppé, ça a été dit, le dépasse de très loin aujourd'hui dans le cœur de l'électorat, qui était son coffre-fort, c'était vraiment sa ressource numéro 1. Donc on a bien constaté à l'Élysée qu'aucune de ces conditions n'était remplie, et on se demande même s'il va pouvoir être candidat. Alors, on s'inquiète donc, David. On s'inquiète de voir. Je dirais pas ça comme ça, mais Sarkozy, c'est le candidat idéal. C'est vrai. Le président réveiller l'anti-Sarkozy, c'est quand même le sport préféré. À une réserve près, le président qui a affronté Sarkozy sait pertinemment qu'il a de la ressource, que c'est un véritable animal politique et qu'il est encore en mesure de reconquérir le terrain. Simplement, ce qu'on se dit à l'Élysée, c'est que c'est pas du tout certain, compte tenu de cette situation difficile, qu'il y ait une primaire, parce que à l'été, si Juppé est effectivement incontesté et incontestable, ce qu'espérait être Sarkozy, eh bien Nicolas Sarkozy pourrait jeter l'éponge et donc laisser la voie libre à Juppé. Ça, ce que vient de dire David, c'est-à-dire jeter l'éponge, à Nicolas Sarkozy qui jette l'éponge, ça lui ressemble, vous le connaissez depuis des décennies, depuis trop longtemps, très longtemps. Franchement, est-ce que c'est dans la nature de Nicolas Sarkozy d'abandonner. C'est vrai que c'est pas du tout dans sa nature. C'est un battant, un combattant. Il sait faire des campagnes. Il a l'expérience, ce que n'a pas Alain Juppé. Et justement, la campagne sera longue, 300 jours avant la primaire. C'est vrai qu'il se donne avec ce livre et ses déplacements sur le terrain la possibilité. Il se donne tous les moyens de s'exposer. C'est d'ailleurs lui, il l'écrit dans le message Facebook qui est en fait la 4e de couverture. C'est je m'expose.
gauche, je prends des risques, au moins j'aurais essayé. Cette phrase, au moins j'aurais essayé, déjà, dans cette phrase, on voit qu'il y a la possibilité que ça ne marche pas, et qu'auquel cas, c'est vrai que si jamais il ne recolle pas Alain Juppé avant l'été, on peut imaginer que Nicolas Sarkozy, qui ne s'est pas déclaré officiellement, pourrait très bien renoncer à la course. C'est une possibilité. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'il a en tête. Il doit recoller pour pouvoir ensuite, à l'été, être grosso modo à égalité et pouvoir lancer le match. Alors, on va parler avec David peut-être d'Emmanuel Macron, mais une dernière question assez courte. Pourquoi, dans le fond, Alain Juppé est devenu sarcophage comme ça? C'est-à-dire qu'il a mangé, il a mangé le terrain de Nicolas Sarkozy, comme le disait David, son coffre-fort. Il lui a ravi ses parts de marché, on peut dire. Le cœur des électeurs, des sympathisants. J'y vois deux raisons. D'abord, il reprend une des recettes de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, avant 2007, que fait Nicolas Sarkozy? Il occupe tout le spectre, en gros, de l'ouverture vers l'aile gauche du parti jusqu'à l'aile droite, avec des propositions, notamment la création du ministère de l'identité nationale et tout ça. Donc il arrive, aujourd'hui Alain Juppé, on le voit avec son livre sur la sécurité, il reprend carrément les idées de Nicolas Sarkozy. Sur l'économie, il reprend carrément les idées de François Fillon. Il élargit son spectre et du coup, on arrive à un moment de cristallisation où même les gens de droite qui ne l'aiment pas se disent « mais lui, c'est quand même, avec lui, on est sûr qu'il va battre François Hollande ». Donc du coup, si vous voulez, vous avez ce phénomène de cristallisation qui se met en place et qui permet à Alain Juppé de faire la course en tête. Deuxièmement, je crois que Alain Juppé bénéficie du lourd levier, du puissant levier qui est... les Français ne veulent ni de François Hollande, ni de Nicolas Sarkozy. Et pour l'instant, faute d'alternative enthousiasmante, ils placent leur pion sur Alain Juppé. David, il y en a un qui n'a pas le moral à gauche, mais qui pourtant, paradoxalement, a une très bonne image et a le vent en poupe dans sa popularité. C'est Emmanuel Macron. Et, dit-on, dans la presse, il a voulu démissionner sur l'histoire de sa loi Macron. Enfin bon, on ne va pas tout expliquer, mais enfin bon, avec une... il s'est fait ratatiner sur sa loi Macron 2, par El Khomri, la ministre du Travail. C'est vrai que ça ne va pas fort du côté du ministre de l'Économie, contrairement à ce que pourrait indiquer sa cote de popularité, qui en fait l'un des ministres les plus populaires de ce gouvernement, cote de popularité qui d'ailleurs est assise à la fois à gauche et à droite. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que un peu comme Valls en son temps, quelques années, voilà, il chasse sur les deux terrains, et c'est ce qui fait de lui un des ministres effectivement en vue. Alors vous avez raison, il vient de subir plusieurs camouflets. D'abord parce que lui, il voulait pousser dans un sens plus réformateur les annonces sur l'emploi, notamment sur le marché du travail, qui voulait davantage les libéraliser, la question des indemnités prud'homales, etc. Ça n'a pas fonctionné. François Hollande et Valls ne sont pas allés aussi loin qu'ils le souhaitaient. Et ça vient d'être dit, il n'y aura pas de loi Macron 2. Elle va être dispatchée entre la loi El Khomri et une future loi Sapin sur la relance de l'économie. Et donc, c'est quand même un petit peu embêtant pour un ministre qui avait fait... c'est du Valls... Alors, il y a du choix politique, économique, et puis bien sûr, il y a un net agacement il y a deux crocodiles dans le même marigot, c'est connu, c'est vieux comme la politique. Valls s'est un petit peu agacé de voir que Macron, alors que lui est coincé à Matignon, n'a plus la même liberté de parole, et bien que Macron, lui, on peut lui dire, lui mord un peu les mollets et les genoux sur le terrain de la réforme, et forcément, il est un peu gêné. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ces rumeurs de démission qui ont été... Ce sont totalement fausses. Je peux vous le certifier. Emmanuel Macron n'a jamais demandé, n'a jamais parlé à François Hollande d'une quelconque démission. Et d'ailleurs, tous les ministres disent que ce serait une folie, puisqu'à l'heure actuelle, nonobstant sa popularité, il n'a pas encore de vrai bilan. De toute façon, François Hollande, il a besoin de garder et Emmanuel Macron et Christiane Taubira. C'est ça qui paraît incroyable. C'est-à-dire qu'il est obligé de garder les deux ministres qui sont les plus critiqués, Emmanuel Macron par la gauche et Christiane Taubira par la droite, parce que sans eux, il n'a plus beaucoup de cartes dans son jeu. Cela étant, Emmanuel Macron, il a piqué à Valls. D'ailleurs, il a une expression, il dit « Moi, je suis pour la réforme radicale ». On a l'impression que c'est du Valls. Et du coup, on voit Valls enragé. Il faut le dire, David, ici, à nos téléspectateurs, en privé, il se gêne pas pour critiquer Emmanuel Macron. Quel est l'avenir d'Emmanuel Macron ? L'avenir d'Emmanuel Macron, d'abord, je pense qu'on vient de le dire, c'est de rester au gouvernement. Lui se voit sans doute un destin national, bien sûr, mais je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. D'abord, il y a François Hollande qui sera candidat. Ensuite, ce sera le tour de Manuel Valls. Et enfin, peut-être d'Emmanuel Macron. Mais il faut d'abord qu'il se construise une équipe, un appareil qui soit élu. C'est la fable de Jean de La Fontaine, la grenouille qui se voit le plus gros. Exactement. Je pense que d'abord, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron n'a jamais été élu et que pour entamer une carrière politique, ça serait peut-être bien de commencer par un petit mandat. Enfin, je dis ça comme ça. Il se voit un peu
peu, c'est quoi, c'est Georges Pompidou, hein, Oui, c'est ça. Un destin un peu à la Georges Pompidou, qui venait de la banque. Très lettré, voilà. aimant la poésie, la philosophie. Et sans passer par le suffrage universel. Mais là, il devra peut-être passer par la case Matignon, c'est peut-être la prochaine étape, on verra. Peut-être. En tout cas pas sous ce quinquennat, parce que j'ai pas le sentiment que Manuel Valls, Bruno vient de le dire, qui est très exaspéré par son ministre de l'économie, lui laissera volontiers la place. Vous êtes sûr que vous avez l'air d'être sûr que François Hollande se présente? Oui, mais puisque son destin est lié à la courbe du chômage, il a des formidables résultats, Roselyne, il n'y a pas de souci, il peut y aller. Alors, il y a bien sûr... C'est vrai que les 500 000 formations de chômeurs... Il avait dit qu'il se représenterait que s'il faisait baiser le chômage. Alors, David. Vous avez dit baisser le chômage. Je crois que si d'aventure les résultats sont trop catastrophiques, effectivement, ça va être quand même très, très ennuyeux pour lui, parce que c'est un véritable boulet et qu'il ne pourra pas l'être. En revanche, avec quelques petits arrangements, avec une statistique effectivement qui est un petit peu plus favorable, bien sûr, il n'y aura pas de décrue massive, mais s'il y a une décrue sur plusieurs mois, il pourra habiller la chose de telle manière à ce qu'il puisse dire. Il fait un petit retour à gauche quand même au début. Là, son plan, on n'est plus dans la politique de l'offre. Voilà, c'était de l'offre. Maintenant, on revient aux vieilles. Non, mais il y a aussi quelques petits arrangements, notamment avec la question des prud'hommes, le droit du travail, qui vont exaspérer encore une fois de plus la gauche du parti. Donc une fois de plus, Hollande, Valls triangulent un petit peu. Ils vont chercher un peu sur la droite, sur le côté libéral, un peu plus sur le côté du traitement social. Il y a un peu de tout dans cette. Il n'a quand même pas beaucoup convaincu avec son plan, qui on voit quand même plus du domaine de l'artifice statistique que de mesures structurelles qui vont faire baisser durablement. Vous avez raison, mais je suis prêt à prendre le pari ici. On en reparlera à la fin de l'année 2016, puisque ce sera à peu près le final cut pour la décision. Je suis prêt à prendre le pari ici que, sauf catastrophe majeure, François Hollande sera candidat, et je prends le risque de me faire taper sur les doigts par Roselyne. Ah ben j'ai ma règle et je vous attends de pied ferme, vous pouvez en être sûr. Merci à tous les deux. Merci. Et on se retrouve demain pour Comédie Française et pour Politique. À très vite. Merci. Le Paris des Arts. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois l'un des batteurs les plus doués de sa génération, Manu Katché. Nous allons nous immerger dans l'univers d'Andy Warhol, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec le chanteur Luke Altman. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.